Xavier Lambert. Xavier Lambert est docteur en arts plastiques et professeur émérite à l'université de Jean Jaurès. Comment l'ai-je rencontré? Finalement, c'est la première fois que je le rencontre. Je ne le connaissais pas et j'étais littéralement fascinée par sa bibliographie, les ouvrages qu'il a dirigés et la pensée artistique qui s'y développe. Voilà. Alors cette pensée artistique, elle est peut-être... je vais juste très très brièvement en donner quelques mots. Ces quelques mots, je les ai soumis d'abord à Xavier pour voir si je ne trahissais pas les fondements de toute son approche. Je vais vous lire ce que je lui ai proposé et quels sont les rectificatifs ensuite qu'il y a à mener. Alors, l'art et la science, lui disais-je, sont des entités différentes. Cependant, ces deux dispositions de l'esprit sont comparables en certains points, ce qui, somme toute, ne veut pas dire grand-chose. L'art et la science, qu'ont-elles en commun? L'art et la science rendent perceptible l'invisible, ça c'est sûr. L'art et la science sont des processus créatifs, c'est sûr aussi, inventifs en tous les cas. Et comme la science n'est pas la technique, l'art n'est pas l'œuvre. Ça c'est absolument fondamental. La science comme l'art sont des processus. L'art porte les potentialités de réalité non advenues. Les réalités non advenues, c'est un terme qui appartient à Xavier Lambert. Ces réalités non advenues, bien sûr, sont les œuvres. Et la science, que fait-elle? Eh bien, elle ouvre les possibilités de l'émergence de ces œuvres. Elles permettent leur mise en relation et en actualisation, L'art et la science font l'usage de techniques évolutives, toutes les deux, qui modifient les modalités de leur production. Et c'est là tout ce que le contenu de ce que Xavier Lambert va développer aujourd'hui. Ce sont donc ces trois composantes, potentialité, actualisation et technique, qui vont être probablement le sujet, certainement le sujet de son intervention. Je voulais signifier, vous lire le rectificatif qu'il avait amené à ce jargon un peu confus qui est le mien, et vous allez voir quel est le voile qui se lève immédiatement à propos justement de l'art et la science. Voilà ce qu'il nous dit. Parce qu'il se trouve constamment confronté au réel, qui lui pose problème, l'être humain a besoin d'inventer des réponses qui lui permettent de s'accommoder de cette confrontation. Ces réponses se regroupent principalement dans trois champs complémentaires. Ces trois champs sont l'art, la science et la religion. Étant entendu qu'il y a des interférences constantes entre ces trois champs, le propos d'aujourd'hui concernera uniquement les questions de l'art et de la science et des interférences, recouvrements parallèles qui les caractérisent. Voilà, on a lancé dans ce ternaire science, art et religion, aujourd'hui noyauté autour de l'art et de la science. Voilà, je donne la parole à Xavier Lambert. Des trois façons de répondre à la confrontation de l'humain au réel, art, science et religion. Je ne vais pas parler de religion ce soir, un petit peu peut-être. C'est-à-dire que quand le réel pose problème, comment est-ce qu'on répond à ces problèmes? Et là, il y a plusieurs solutions. Soit on y répond par le biais de la création artistique, on va avoir un certain nombre d'exemples que je vous ai concoctés, soit par le biais de la création scientifique, c'est-à-dire qu'on cherche une explication, sachant que art et science, il y a des passerelles extrêmement profondes, mais bien entendu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes processus qui sont mis en œuvre, même si on reste dans une démarche de création. Parce que pour moi, la recherche scientifique, c'est aussi du domaine de la création.
Mais les processus qui sont mis en œuvre, les réponses qui sont apportées, les démarches qui sont adoptées, néanmoins, ne restent pas les mêmes, quelles que soient les passerelles qu'il puisse y avoir par ailleurs entre les deux domaines, art et sciences. Alors d'abord, une première précision en ce qui concerne la création artistique. Je différencie création artistique et création esthétique. On verra par la suite pourquoi c'est une notion qui est relativement importante. Ce qui est esthétique, c'est tout ce qui est du domaine de l'émotion. C'est-à-dire, c'est le fait qu'une image, par exemple, provoque de l'émotion, et l'émotion que provoque cette image est une émotion esthétique. La création esthétique, enfin, une image esthétique, elle peut être le fruit d'une création ou pas. Quand on se pâme devant un superbe coucher de soleil, par exemple, on ressent une émotion esthétique devant ce coucher de soleil, mais il n'y a rien d'artistique. Dans la mesure où le coucher de soleil, c'est le résultat d'un phénomène naturel qui n'est absolument pas du fait d'une démarche d'un individu quelconque, ou d'un groupe d'individus, qui aurait provoqué en quelque sorte ce phénomène. Donc, l'émotion esthétique, elle peut être provoquée par ce qu'on appelle des artefacts esthétiques, c'est-à-dire des fabrications qui produisent de l'émotion esthétique et des œuvres d'art. Et on va voir que cette nuance, à la fois correspond à des enjeux qui sont d'ordre, comment dirais-je, c'est-à-dire qui ne renvoient pas spécifiquement à l'être humain, et on va voir aussi que la question de l'art, au sens enfin, stricto sensu, renvoie à une époque très très précise, qui est la Renaissance européenne au XVe, XVIe siècle. Donc, création artistique et création esthétique sont deux choses différentes et complémentaires. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si il veut bien me passer à la diapo suivante, c'est pas grave, on va prendre la suite, voilà. Alors, définition de l'art, d'abord. L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher le sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photo, dessin, littérature, musique, etc., etc., la liste n'étant pas exhaustive. Je disais tout à l'heure que la question de l'émotion esthétique et de l'artefact esthétique n'est pas spécifique à l'espèce humaine. D'abord, ça signifie déjà qu'il faut une démarche qui suppose une conscience de soi et une conscience du réel pour être en capacité de produire quelque part une émotion esthétique avec tous les retours que ça suppose. Je vous ai concocté ici une petite vidéo qui n'a rien d'artistique, mais que je trouve très intéressante, parce que, voilà. Il s'agit ici de montrer que la fabrication de l'outil, qui suppose donc une démarche d'abstraction extrêmement importante par rapport au vécu, par rapport au contexte dans lequel on évolue, c'est une première possibilité d'intervenir justement sur ce contexte pour le modifier. C'est-à-dire qu'on ne subit plus le réel, mais on intervient sur le réel pour se l'approprier quelque part. Et effectivement, l'être humain est connu pour avoir fabriqué des outils, mais il n'est pas le seul, loin de là. C'est une capacité qu'il partage aussi avec le monde animal. Et vous voyez ici ce petit chimpanzé qui est en train d'expérimenter différentes façons, différents outils pour casser une loi jusqu'à ce qu'il finisse par trouver le bon outil qui va lui permettre d'arriver à ses fins.
C'est-à-dire trouver le bon outil qui va être suffisamment performant, suffisamment dur pour casser la noix, et en même temps suffisamment maniable. Mr. Nut, meet Mr. Rock. Yes. Okay. That's wonderful. Voilà. Comme quoi la persévérance paye toujours. Donc là, on est dans une forme relativement rudimentaire de construction d'outils. En fait, c'est plus une appropriation qu'une construction. C'est-à-dire que le singe en question a su exploiter le milieu naturel dans lequel il vit pour trouver le bon outil, mais il n'a pas fabriqué l'outil. Et ce qui va différencier l'être humain du singe, c'est que l'être humain, lui, a eu cette capacité de fabriquer des outils. C'est-à-dire qu'il non seulement il a su exploiter le milieu naturel dans lequel il se trouvait, mais il a su l'exploiter de façon à créer ses propres outils, pour les rendre plus performants que ce qu'a pu faire le singe. Donc voilà des exemples qui sont connus de l'espace, qui ont été utilisés par les hommes préhistoriques pour des fins utilitaires, pour découper la viande, racler les peaux, etc., etc. Mais, alors, on arrive à un autre aspect qui est celui maintenant de la création esthétique et de l'émotion que provoque cette création esthétique. Pour constater que ce n'est pas une spécificité humaine. Je vous montre ici l'exemple du résultat du travail, en quelque sorte, d'un oiseau qu'on appelle l'oiseau berceau. L'oiseau berceau est un oiseau qui a cette capacité un peu surprenante de construire un véritable monument dans le cadre de la parade nuptiale. Vous voyez là, en fond, vous avez le nid, enfin c'est pas un nid, c'est comment dirais-je, c'est un lieu de passage, c'est-à-dire que le dispositif est le suivant, la femelle se pose de l'autre côté, regarde par le trou, et l'oiseau mâle, qui a au préalable disposé tous ses coquillages, tous ses cailloux, comme une espèce de scène sur laquelle il évolue, pas dans n'importe quel ordre, parce que les scientifiques ont constaté que les petits cailloux étaient devant et les gros cailloux derrière, de façon à pouvoir relever en quelque sorte visuellement la scène, et il se livre à toute une série d'exercices, de chants, il imite le chant d'autres oiseaux, tout ça pour séduire la femelle. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, et ce qu'ont constaté les scientifiques, les éthologues, c'est que il y a un jugement esthétique qui est porté par la femelle sur ce moment comment dirais-je, du mâle, sur cette action du mâle, et c'est en fonction de la satisfaction esthétique de la femelle qu'elle va ou non répondre aux avances du mâle. Donc on est dans un cadre de parade nuptiale qui est bien plus complexe que simplement le fait de faire la roue et qui fait intervenir des notions, des comportements qu'on pensait spécifiques à l'être humain. Non, voilà. Alors, pour créer, il faut être capable de s'extraire de la prégnance du réel. C'est-à-dire que le réel, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, et il faut être capable de prendre du recul par rapport au réel pour être capable de transformer ce réel, pour être capable de créer
des éléments qui vont permettre de le comprendre, de l'interpréter et de l'adapter en quelque sorte. Il faut donc une pensée abstraite. Et alors là aussi c'est pareil, la pensée abstraite n'est pas quelque chose de spécifiquement humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà encore des chimpanzés, parce que le chimpanzé c'est quand même notre cousin le plus proche, donc c'est normal qu'il y ait des comportements qui soient très proches aussi. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas le son. Mettre le micro, alors. Le micro. Ouais. Alors, explication par rapport à cette vidéo énigmatique. Bon, j'ai un écho. Voilà. Je coupe l'écho. En fait, c'est un groupe de chimpanzés qui ont été étudiés par des éthologues qui se sont rendus compte que ce groupe avait choisi un arbre. On ne sait pas précisément pour quelle raison, mais que cet arbre représentait quelque chose de symbolique pour eux et qu'ils avaient vis-à-vis de lui un comportement qui était de type religieux. Et donc, vous voyez dans la vidéo, effectivement, des actions des chimpanzés qui sont à peu près similaires pour tous les chimpanzés, qu'on pourrait assimiler quelque part à une espèce d'hommage rendu à l'arbre. Alors évidemment, on ne sait pas du tout à quoi correspond cet hommage, mais quand même, le constat est là, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher à détruire l'arbre, il ne s'agit pas de chercher à grimper sur l'arbre pour satisfaire soit un besoin d'exercice, soit un besoin de jeu, mais il y a vraiment quelque chose de rituel dans le comportement de ces chimpanzés. Et donc, on ne peut pas parler de religion à proprement parler, parce que la religion c'est quand même quelque chose de spécifiquement humain, mais on pourrait parler de proto-religion, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve chez ces chimpanzés, c'est pas facile à dire, des comportements qui évoquent ce que deviendra par la suite un comportement religieux. Donc ça veut dire que ces chimpanzés ont su, quelque part, prendre leur distance par rapport à leurs conditions de vie pour avoir cet esprit d'abstraction qui permet de construire ce type de comportement qui est l'ancêtre d'un comportement religieux. Bon, je ne retrouve plus mon curseur. Voilà. Donc, il est probable, d'après les différentes études qu'on a faites, que la création esthétique a d'abord passé par le corps. Elle est passée par le corps d'abord parce que il y avait des exemples dans la nature, hein. La parade nuptiale des oiseaux, par exemple. Là, vous avez un paradisier. Ah oui, c'est le. Oui, mais c'est parce que c'est la connexion. Et il a dit par le bout comme ça. Bon, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller sans le curseur. Donc, la parade nuptiale des oiseaux a ceci d'intéressant, c'est que chez un certain nombre d'espèces, pas toutes, mais chez un certain nombre d'espèces,
il y a dans à la fois dans la livrée du mâle et dans son comportement quelque chose qui procède aussi de l'émotion esthétique, qui procède aussi je dirais pas de la création artistique, parce que c'est pas, on peut pas dire qu'il s'agit d'une démarche volontaire en l'occurrence, mais en tout cas l'objectif c'est de séduire la femelle par une parade qui met en jeu un certain nombre de signes visuels forts la plupart du temps, qui peuvent se manifester par le plumage, qui peuvent se manifester par l'attitude. Là, cet oiseau berceau, ce paradisier, il est vu comme ça, il fait un peu bizarre. Hein. Il ne ressemble pas beaucoup à un oiseau, il ressemble plus à une soucoupe volante qu'à un oiseau. Mais en même temps, le geste. Donc, le chant, le ramage et le geste. Donc, il n'est pas du tout exclu que ça ait induit quelque part chez l'être humain une volonté aussi de fabrication esthétique, sachant que probablement oui, voilà. Voilà. Donc, cette fabrication, ce comportement esthétique s'est manifesté, à mon avis, enfin, pas seulement, c'est pas seulement mon avis, mais à partir principalement de 3 éléments. Les bijoux, c'est-à-dire là, vous avez des colliers, en quelque sorte, qui ont été faits à partir de coquillages ou d'ossements, les peintures sur le corps, ça on n'a pas de traces, mais on sait que très probablement on retrouve ça encore dans un certain nombre de sociétés actuelles. Le corps était peint, soit à des fins amoureuses, soit à des fins religieuses, l'un n'excluant pas l'autre. Et 3e élément qui est le son, le chant, sachant que, alors vous avez ici à gauche une flûte qui a été faite dans un os, mais le fait que je ne retrouve plus mon curseur facilite pas les choses. Il est sur l'écran, on le voit ici. Ah oui, là, c'est merveilleux. Ah bah oui, si j'ai coupé ici. Voilà, vous aurez reconnu, c'est le chant du rossignol. Alors, par rapport à ça, il faut savoir que il a été établi que le chant de l'oiseau, du rossignol en particulier, mais pas seulement, c'est pas simplement une, comment dirais-je, une réaction mécanique à un stimulus quelconque. Les oiseaux chantent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont plaisir à s'écouter chanter. Donc il y a dans le chant de l'oiseau une dimension esthétique qui est réelle et qui est vécue comme telle par celui qui chante, mais évidemment par la femelle auquel ce chant peut être éventuellement destiné. On arrive maintenant à l'art pariétal qui représente une marche importante dans l'abstraction, dans la pensée abstraite. L'art pariétal, c'est un art religieux, très probablement,
On n'a pas de traces qui l'attestent à proprement parler, on n'a pas d'écrit, à l'époque on écrivait peu. Néanmoins, il faut savoir, enfin vous savez probablement que les grottes qui étaient ornées, les peintures rupestres n'étaient pas immédiatement accessibles. Elles étaient généralement dans des endroits très reculés des grottes. Et il fallait tout un parcours pour pouvoir les atteindre. Et donc, c'était pas des galeries d'art, c'est ça que je veux dire. C'était pas open bar, c'était pas pour décorer. Il est probable que, enfin, il est probable, il est même certain, qu'il y avait une dimension religieuse, chamanique même, dans ces peintures rupestres, dont évidemment on ne connaît pas exactement tous les tenants et tous les aboutissants, mais l'objectif c'était quand même quelque part de se mettre en relation plus ou moins directement avec l'esprit animal, au sens chamanique du terme, l'idée de pouvoir non pas être en contact avec l'animal lui-même, mais une espèce de représentation abstraite de l'animal, de façon probablement à mettre l'esprit animal dans de bonnes dispositions vis-à-vis de la chasse du lendemain, de façon à ce que le gibier soit plus facilement accessible, soit plus nombreux, soit, enfin, etc., toutes les combinaisons qu'on peut imaginer. Et donc, ce mode d'expression artistique que sont les peintures pariétales marque probablement l'émergence de la pensée abstraite qui va se manifester plus tard, notamment par l'écriture. Maintenant, je vais faire un bond considérable dans l'histoire pour arriver à la période de la Renaissance. La Renaissance européenne. Pourquoi la Renaissance? Parce que la Renaissance, alors c'est une rupture un peu arbitraire, mais elle n'est pas que arbitraire, dans la mesure où elle renvoie quand même à une transformation assez importante du rapport au monde, du rapport à la pensée, et en particulier du rapport à la pensée religieuse. Le Moyen-Âge, notamment, a été marqué par une pensée religieuse occidentale, le Moyen-Âge occidental, a été notamment marqué par une pensée religieuse très prégnante, qui se situait essentiellement dans un rapport de verticalité. C'est-à-dire qu'il y avait Dieu, il y avait les hommes, et selon les époques, soit Dieu écrasait les hommes, on le voit notamment dans le cadre de l'art roman, qui est une architecture très trapue, ou au contraire, l'homme s'est levé vers Dieu, et on le voit notamment dans l'art gothique, qui au contraire est une architecture plutôt de type vertical. Ce qui va apparaître à la Renaissance, c'est le fait que, alors pour différentes raisons que je vais développer, l'homme prend conscience de lui-même en tant qu'être humain. C'est-à-dire que la notion d'être humain est une notion qui naît à la Renaissance. Quand on regarde par exemple, vous connaissez probablement, hein, c'est la mise au tombeau qui est à Moissac, superbe sculpture, enfin ensemble sculptural gothique. On voit, quand on regarde chacun des personnages, que finalement, ce sont des personnages qui sont assez stéréotypés. C'est-à-dire, quand vous regardez les visages en particulier, alors les vêtements, non, pas forcément, mais les visages sont à peu près tous identiques, et je dirais même qu'ils soient masculins ou féminins. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne considérait pas... enfin, la notion d'individu n'existait pas en tant que telle. Donc, a fortiori, la notion d'être humain. Et c'est à la Renaissance qu'elle a commencé à apparaître, notamment dans le domaine artistique, par l'émergence de l'autoportrait.
L'autoportrait, c'est l'idée que l'artiste, c'est à cette époque qu'émerge le concept d'art. L'artiste est un individu qui est capable de conceptualiser des images, un processus, une démarche qui lui est propre, qui est individuelle et qui ne représente que lui, en quelque sorte. Et par le fait qu'elle est individuelle, qu'elle ne représente que lui, elle devient, de ce fait, en quelque sorte, universelle. C'est-à-dire que c'est cette individualité renforcée qui permet à l'artiste d'accéder à une certaine universalité. On le voit très bien à travers ce portrait de Dürer, qui a fait beaucoup d'autoportraits. L'autoportrait n'existait pas avant la Renaissance. De la même façon que les œuvres d'art n'étaient pas revendiquées en tant que telles. Ou plus exactement, les créations esthétiques n'étaient pas revendiquées en tant que telles. Il n'y avait pas d'artiste au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire d'individus qui étaient en mesure de dire « c'est moi qui ai fait cette œuvre ». Et parce que j'ai fait cette œuvre, je suis un artiste. Au Moyen-Âge, notamment, les œuvres qui étaient réalisées, les œuvres figuratives, par exemple, qui étaient réalisées, que ce soit dans le domaine de la sculpture, dans le domaine de la peinture ou de l'enluminure, etc., n'étaient pas revendiquées. Ce n'étaient pas des œuvres individuelles, d'abord, c'était des œuvres d'atelier, et il n'y a pas de signature. Là, vous pouvez remarquer que à gauche de la tête de Dürer, vous avez son monogramme, qui est sa signature. C'est-à-dire que la signature apparaît dans l'œuvre d'art, à partir de la Renaissance, comme une façon de revendiquer la démarche esthétique, mais d'aller au-delà du simple fait de l'esthétique pour en faire quelque chose qui représente une prégnance particulièrement importante dans la conception de l'univers, dans la conception du monde, et de la place de l'humain dans ce monde. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est ce portrait de Dürer, si on le compare avec cette représentation byzantine, c'est que l'artiste prend la place du Christ dans les représentations iconiques. C'est-à-dire qu'il s'investit par sa création artistique d'une dimension religieuse extrêmement forte. Et ça va même assez loin puisque ça implique aussi une réflexion sur l'œuvre d'art, mais aussi une réflexion sur l'artiste en tant qu'artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis artiste? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette capacité à créer, alors que jusqu'alors, seul Dieu avait la capacité de créer, idéologiquement parlant, j'entends. Qu'est-ce qui fait que, en tant qu'artiste, je permets à l'être humain d'accéder à ce pouvoir extraordinaire qui est celui de faire émerger des choses qui n'existaient pas, et des choses qui sont très importantes dans le rapport de l'être humain au monde. Ici, il s'agit d'un autoportrait du Caravage en tête de Méduse. Vous savez que Méduse, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui gardait les enfers et qui faisait que tout être humain qui était confronté au regard de Méduse était transformé en pierre. Bon, mourait évidemment, mais était transformé en pierre. Jusqu'à ce que Persée, aidé par Athéna, vienne lui rendre visite en quelque sorte, avec un bouclier particulier qui était particulièrement poli et qui faisait office de miroir. Et
Pour atteindre Méduse, il s'est caché derrière le bouclier en évitant soigneusement de la regarder, mais par contre il a renvoyé à Méduse sa propre image. Et de ce fait, elle s'est trouvée pétrifiée et Persée n'a eu qu'à la décapiter. C'est pas un hasard si ce tableau est rond, justement. Parce que ce tableau renvoie directement au bouclier de Persée. L'idée, quelque part, c'est que l'image créée par l'artiste et l'artiste lui-même, de ce fait, deviennent médusants. L'œuvre d'art méduse. L'œuvre d'art nous confronte à un réel qui lui est particulier, et de ce fait, il y a une espèce de médusation qui se met en place dans le rapport à l'œuvre d'art en tant que création, parce qu'elle est création, parce qu'elle fait émerger quelque chose de nouveau, parce qu'elle fait émerger quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. La Renaissance, c'est en même temps la période des grandes découvertes géographiques, puisque c'est notamment la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire l'émergence d'un rapport à l'espace complètement nouveau, un espace qui n'est plus fermé sur lui-même, mais un espace qui représente un potentiel de découverte très important. Et c'est pas un hasard si c'est à peu près à la même époque que va naître cette, comment dirais-je, cette technique artistique qui est la perspective, c'est-à-dire la capacité, la technique plus exactement, qui permet de visualiser sur un espace plan, à 2 dimensions, un espace qui est normalement en 3 dimensions. Donc là, vous avez, c'est une gravure de Dürer aussi, un dispositif, une machine à perspective, c'est-à-dire que vous avez, bon, je l'écris très sommairement parce que vous êtes assez grand pour voir par vous-même ce qu'il y a sur l'image, mais vous avez à droite l'artiste, à gauche le modèle, et au milieu ce cadre qui paraît un peu surprenant, je pense qu'il vient faire ici. En fait, ce cadre permet le rabattement du modèle en 3 dimensions sur l'espace plan. C'est-à-dire qu'il va servir de repère à l'artiste sur sa feuille qui est devant lui, que vous voyez déjà quadrillée, pour reporter soigneusement ce qu'il voit dans le grillage, en quelque sorte, dans chaque espace de grillage, et qui, du coup, devient quelque chose qui est intermédiaire, en quelque sorte, entre la réalité tridimensionnelle pardon, la réalité tridimensionnelle du modèle et l'espace de la toile, de la feuille, qui lui est bidimensionnel. Donc ce découpage de l'espace va permettre de faire ce transfert. Mais la perspective, ça nous paraît quelque chose de complètement naturel à nous, comme mode de représentation, parce que nous sommes coutumiers, notamment par le biais de la photographie, et puis de plusieurs siècles de peinture, de ce mode de représentation, mais ça n'est jamais qu'une illusion d'optique, la perspective. La preuve. C'est une illusion d'optique qui est basée sur le fait, enfin, qui correspond au fait que notre cerveau et notre œil ne nous permettent pas de percevoir la profondeur autrement qu'en diminuant la taille virtuellement des objets au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de notre regard. Là, évidemment, on arrive à un paradoxe, parce que on sait très bien que la tour Eiffel, elle ne tient pas la vraie, bien entendu. Pas les petits objets qui peuvent être vendus devant elle, mais la vraie tour Eiffel, on sait bien qu'elle ne tient pas entre les 2 doigts. Mais on a l'illusion par l'intermédiaire de cette photographie qui renforce effectivement, par le dispositif photographique qui renforce encore cette illusion, que la tour Eiffel peut tenir entre les 2 mains, entre les 2 doigts, pardon, tout simplement pour cette, comment dirais-je, infirmité optique en quelque sorte,
qui nous oblige à transformer, parce qu'il est évident que la tour Eiffel ne diminue pas réellement, physiquement, elle ne diminue pas au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de nous, ou que nous nous éloignons d'elle. Sa hauteur reste constante, mais optiquement, elle tend à diminuer par ce phénomène visuel. Et donc la perspective va donner lieu à toute une imagerie au moment de la Renaissance qui utilise à fond ce qu'on appelle les lignes de fuite, c'est-à-dire que vous avez un point central qui correspond à peu près à l'ouverture en arcade qui est au-dessus de la palissade, là, je ne sais pas si c'est une palissade ou un balcon, je n'arrive pas à voir très bien. Vous pouvez voir que toutes les horizontales qui vont dans l'axe du regard convergent vers ce point central qui se situe au niveau de cette ouverture. Ça correspond à des règles mathématiques très précises qui ont été utilisées par les peintres, qui ont été, comment dirais-je, normalisées en quelque sorte par les mathématiciens de l'époque, et qui sont utilisées petit à petit. Alors à l'époque c'était pas évident, mais petit à petit c'est rentré dans les mœurs de la vision occidentale, mais je dis bien de la vision occidentale, c'est-à-dire par rapport à l'histoire de l'art occidental. Les Asiatiques par exemple, pendant très longtemps, maintenant il y a une espèce de mondialisation de la représentation qui fait que c'est rentré dans les mœurs, mais pendant très longtemps, pour eux, les Japonais par exemple, pour eux, la perspective telle qu'elle a été utilisée en Occident était quelque chose de parfaitement artificiel et qui ne correspondait absolument pas à leur vision des choses. Parce qu'ils n'avaient pas cette accoutumance culturelle, en quelque sorte, qui a été apportée par les recherches artistiques et scientifiques au moment de la Renaissance. Et puis la Renaissance, c'est aussi quelque part la découverte du corps, et en particulier la découverte et l'exploration du corps. Et il faut savoir que pendant très longtemps, la religion interdisait toute ouverture du corps, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de procéder à comment dirais-je, comment ça s'appelle, enfin, on n'avait pas le droit de prendre un bistouri, pardon, autopsie, voilà. Merci. On n'avait pas le droit de procéder, on n'avait pas le droit d'ouvrir le corps. Donc on ne savait pas ce qui se passait dedans. À la Renaissance, les choses ont évolué, et notamment par les médecins de l'époque, mais aussi par les artistes, et, non, c'est pas la bonne touche, voilà, notamment Léonard de Vinci, qui a fait des études anatomiques extrêmement poussées, et qui a été en mesure par le dessin, mais par l'observation, avant toute chose, de comprendre comment fonctionnait ce mécanisme quelque part, ce mécanisme biologique qui était le corps. Et c'est pas un hasard si Vinci, dans le même temps, a inventé toute une série de machines, dont vous avez quelques exemples ici, parce que il en est arrivé une espèce de pensée mécanique du corps, c'est-à-dire le corps était pensé comme une espèce de machine avec des muscles, des os, comme les machines ont des rouages, ont différentes structures qui leur permettent de fonctionner et d'exister. La pensée mécanique du corps a duré longtemps, puisque encore à l'époque de Descartes, c'est-à-dire quand même le XVIIe siècle, on pensait le corps comme une machine. Et il a fallu qu'un certain nombre de scientifiques bravent les interdits de la religion pour essayer de comprendre les mécanismes, non, parce que c'était des corps morts, donc ils ne pouvaient être que supposés, mais les mécanismes en quelque sorte qui permettent au corps
de fonctionner, au corps de se mouvoir, au corps d'agir. Et donc là, vous avez une leçon d'anatomie du docteur Tulp, qui est un tableau de Rembrandt, qui montre justement comme on l'a fait encore longtemps dans les études de médecine, d'ailleurs, hein, les autopsies publiques en quelque sorte. Là, c'était pas du grand public, c'était des spécialistes, des médecins qui se retrouvaient. Justement, on voit très bien ce docteur qui montre les tendons qui permettent de faire fonctionner le bras et la main. Cette notion mécaniste du corps, elle va perdurer pendant longtemps, mais il n'est pas du tout impossible qu'elle ait contribué à l'émergence du paroxysme, en quelque sorte, de la pensée mécanique, qui est la société industrielle, la révolution industrielle, enfin 19e siècle en particulier. Alors, cette révolution industrielle, elle a profondément marqué la pensée occidentale. Elle l'a marqué de différentes façons, mais elle n'est pas née de rien. Les travaux qui ont été faits par la médecine, en particulier, sur la question du corps, a permis aussi une représentation du corps allant jusqu'à des automates très perfectionnés, comme ici le canard de Vaucanson, donc fin 18e. C'était un canard qui avait cette particularité qu'il mangeait, il digérait, il déféquait. Donc il y avait le bec au bout de la tête sur un cou flexible, le cou pouvait basculer, qui attrapait des graines. Vous avez une espèce d'aspirateur à l'intérieur qui faisait descendre les graines à l'intérieur du corps, elles étaient broyées, elles passaient de tout un mécanisme qui, en fin de compte, renvoyait à une espèce d'intestin artificiel et qui sortait sous forme de bouillie, plus ou moins. Enfin, ouais, j'ai jamais assisté à la scène, hein, mais donc cette idée de reproduire le vivant par le mécanique. C'est aussi, un peu plus tard, mais c'est aussi l'époque Frankenstein, cette idée de reproduire la vie par l'intermédiaire, ou l'Ève du futur aussi, comment s'appelle cet auteur déjà, bon, le nom m'échappe. C'est l'époque où on voit apparaître ces personnages qui sont hybrides, soit complètement robots, soit reconstitués, comme c'est le cas de Frankenstein, puisque vous savez que c'est une espèce de puzzle, Frankenstein, hein, en fait. Et il était fabriqué à partir de morceaux prélevés sur des cadavres, et c'est aussi l'émergence et l'époque où on a commencé à comprendre ce qu'était l'électricité, et surtout à la domestiquer. Et avec l'idée, c'est la base du mythe de Frankenstein, que l'électricité pouvait donner la vie. Puisque le baron de Frankenstein, après avoir assemblé les différents morceaux du corps de son personnage, lui a donné la vie par le biais de l'électricité. C'est l'époque aussi de Mesmer, la mesmérisation, où on pensait que l'électricité pouvait résoudre, soigner un certain nombre de maladies, et on mettait les gens dans des espèces de cubes où on passait l'électricité. C'était pas l'électricité haute tension. Hein. Donc il y a eu tout ce mythe de l'électricité qui a été très prégnant, mais en même temps le mythe du robot, dont on va voir par la suite qu'il va représenter quelque chose d'extrêmement important dans l'imaginaire occidental. Cette pensée mécanique, elle va correspondre aussi quelque part à une vision mécanique du réel, ou plus exactement, elle va permettre à l'être humain de se doter d'outils qui vont lui permettre de reproduire mécaniquement le réel, en l'occurrence la photographie. La photographie, c'est un dispositif mécanique de captation de la réalité visible.
qui n'existerait évidemment pas sans la perspective qui avait été découverte quelques siècles auparavant. C'est-à-dire que l'appareil photographique, c'est la consécration mécanique, en quelque sorte, de ce qu'on appelait à l'époque la camera oscura, c'est-à-dire ce dispositif qui était utilisé par les peintres pour reproduire l'image de la réalité à travers la perspective, c'est-à-dire qu'on avait une boîte avec un orifice sur la boîte, d'un côté de la boîte, qu'on a rapidement, comment dirais-je, équipé avec des lentilles, et on avait à l'intérieur de la boîte un miroir incliné à 45 degrés qui renvoyait à un verre dépoli sur lequel on mettait du papier calque et il suffisait de reproduire l'image renvoyée par le dispositif optique qui s'affichait sur l'écran. Donc la photographie est le prolongement mécanico-chimique en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas que de la mécanique, il y a de la chimie aussi avec les supports les supports sensibles plus exactement, qui permettaient de capturer l'image. La photographie n'aurait jamais pu émerger sans la vision mécanique qui a caractérisé la société occidentale à partir du XIXe siècle. Vous voyez que la première photographie, View from the Window at Le Gras, 1827, c'est le début du XIXe siècle, et cette pensée mécanique de la représentation de la réalité visible va marquer profondément, pendant très longtemps, la pensée occidentale, et en particulier à travers la représentation artistique. Un des exemples les plus caractéristiques, c'est Claude Monet et l'impressionnisme. Dans la démarche de l'impressionnisme, il y avait quelque part l'idée de, comme la photographie, capturer l'instant par l'intermédiaire de la peinture. Les impressionnistes ne travaillaient plus en atelier, ils travaillaient sur le terrain, et dans un temps relativement bref, l'idée c'était de capturer un instant privilégié, une lumière particulière, etc., etc. Donc, dans la démarche, on avait déjà l'idée de renvoyer au dispositif photographique. Et alors là, vous avez des œuvres de Claude Monet. Alors, ce sont des œuvres, ce n'est pas une œuvre, qui sont présentées ici, côte à côte. C'est la cathédrale de Rouen, que Claude Monet a peint entre 1892 et 1894, toujours du même point de vue, à partir d'une fenêtre dans un immeuble qui donnait sur la cathédrale de Rouen. Et l'idée n'était pas tant de capturer en quelque sorte la cathédrale de Rouen, mais de capturer la lumière qui éclairait la cathédrale de Rouen en fonction des différents moments de la journée. Donc on est bien là dans une logique photographique, mais on pressent déjà quelque part l'idée de rapport mécanique au réel. Il y a quand même, même si c'est manuel, même si c'est gestuel dans la peinture de Monet, il y a quand même l'idée quelque part de la production en série, qui est quand même une caractéristique de la production industrielle, qui est quelque chose de nouveau dans la création artistique, et qui va s'amplifier quelque part par la suite à travers les pointillistes, Georges Seurat notamment, qui vont peindre avec une multitude de petits points qui vont se juxtaposer de petits points chacun d'une couleur, c'est-à-dire que les impressions de variation de couleurs qu'on peut avoir en regardant ce tableau ne sont que le résultat d'un mélange optique, qui fait que quand on mélange par exemple du jaune et du bleu, optiquement parlant, on obtient du vert. Là, le vert, il n'est pas trop présent, mais quand même un petit peu, mais le vert, il est le résultat de la juxtaposition de points jaunes et de points bleus que l'œil va mélanger, parce que ces points sont suffisamment petits pour qu'en prenant
un minimum de recul, on ait cette impression de mélange. Mais en même temps, ce qui est intéressant chez Seurat, c'est que lui-même se revendique d'un processus mécanique. Ou plus exactement, il se considère comme une machine. Quand il peint, il se considère comme une machine. C'est dire que la question de machine est devenue quelque chose de très prégnant dans l'imaginaire collectif de l'époque, et en particulier dans l'imaginaire des artistes, et dans leur rapport au réel, dans leur rapport au monde. En même temps, ça implique quelque part un découpage de la vision du réel, un découpage du réel qui va amener aussi, enfin qui est corollaire, ou qui est contemporain peut-être, du découpage dans la production industrielle, où émerge l'idée de faire des objets à la chaîne qui sont normalisés, dont les composants sont normalisés pour pouvoir être assemblés facilement. Vous avez ici donc l'exemple de la fameuse chaise tonnée, la chaise bistrot, qui était produite industriellement, c'était du bois courbé, et les pièces normalisées étaient facilement assemblables à partir de... Voilà, il suffisait de quelques instructions pour pouvoir les assembler dans un temps assez bref, et donc de pouvoir produire des objets en quantité relativement importante. Je ne résiste pas. J'essaie de le voir tout à l'heure. C'est moi aussi.
Je ne vais pas vous montrer l'extrait en entier, même si c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Donc un extrait des temps modernes de Charlie Chaplin, qui est une satire assez féroce sur la société industrielle et surtout sur le développement de la fabrication à la chaîne dans les entreprises, sachant que ce qui caractérise la fabrication à la chaîne, c'est le fait de morceler le processus de fabrication du travail, c'est-à-dire que c'est plus le même homme qui va suivre la fabrication d'un objet du début jusqu'à la fin de sa réalisation, mais le travail qui est alors à l'issue d'un processus scientifique qui a été analysé notamment par Taylor, qui est un des fondateurs de ce concept. Ce dispositif de parcellisation du travail va faire que chaque individu à un poste donné va effectuer une partie du travail et l'objet va se construire comme ça, petit à petit, en passant d'un poste à un autre jusqu'à sa finalisation. C'est-à-dire qu'on arrive finalement à une conception très morcellisée de l'activité humaine et du travail, mais pas seulement du travail, ça va au-delà. C'est-à-dire que l'activité industrielle devient tellement prégnante qu'on en arrive aussi à un rapport au réel, un rapport à la vie qui devient aussi très morcellisé. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas faire de raccourcis trop rapides, mais la naissance du cubisme n'est probablement pas sans rapport avec ce rapport morcelé au réel, ce rapport morcelé à la vie. Donc vous avez ici un tableau de Braque, femme à la mandolite. L'idée du cubisme, c'est de montrer un espace donné, un objet donné, un personnage, sous différents points de vue à la fois, ce qui est complètement nouveau dans le domaine de la création artistique, puisque avec la perspective, au contraire, c'était un point de vue unique qui était mis en exergue. Là, c'est plusieurs points de vue à la fois, mais on arrive aussi à ce morcellement du visible qui, quelque part, n'est pas sans rappeler le travail à la chaîne. Dans le même domaine, vous avez Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier, qui reprend aussi cette notion de cubisme, mais qui renvoie aussi à un concept qui émergeait à cette époque, qui était porté en particulier par Einstein, qui était celui de la relativité. Le principe de... Alors, vous savez qu'il y a deux types de relativité, il y a la relativité restreinte et la relativité générale. Voilà, une des premières conséquences de la réalité d'Einstein est que la simultanéité de deux événements est relative à l'observateur. C'est-à-dire que là, le personnage qui est sur l'espèce de wagon à gauche avance à la vitesse de 1 mètre seconde, alors que les wagons, eux, avancent à la vitesse de 10 mètres seconde, et pour l'observateur, le personnage va avancer, lui, à la vitesse de 11 mètres secondes, évidemment. Donc ce nu descendant dans l'escalier n'est pas sans rappeler la théorie de la relativité restreinte. Autre émergence, autre élément important au début du XXe siècle, c'est l'émergence de l'invisible, en particulier par la découverte de dispositifs optiques de plus en plus performants, et en particulier les microscopes, qui vont permettre de voir des choses que l'œil humain n'avait pas la capacité, par ses propres moyens physiologiques, de voir jusqu'à présent. Et donc, de pouvoir voir des microbes, de pouvoir voir des cellules, etc., etc. Donc, ça va changer le paysage, ça va changer le paysage visuel, apporter de nouveaux éléments, faire découvrir de l'invisible, et donner à voir des choses qui étaient totalement inaccessibles jusqu'à présent.
Et on peut considérer que ça va, comment dirais-je, contribuer à la naissance de l'art abstrait. Vous avez ici donc 4 étapes différentes de l'étude d'un arbre de Mondrian, qui va de 1909 à 1912, où vous voyez le processus d'abstraction qui est en train de s'effectuer à partir de l'image primitive, en quelque sorte, qui est celle d'un arbre qui est relativement figurative et qui se complexifie tout en se simplifiant, en quelque sorte, excusez-moi ce paradoxe, où on arrive à une image qui est complètement abstraite. Et quand on voit effectivement comment Mondrian a fini sa vie, si je peux dire, en termes d'abstraction, où là, on est, effectivement, c'est beaucoup plus tard, 1935, mais là, on est dans quelque chose qui est complètement abstrait. Autre phénomène particulièrement marquant, c'est la Grande Guerre, 14-18. Cette guerre qui est, quelque part, le résultat du processus de développement industriel du XIXe siècle, quelque part, le résultat de la révolution industrielle, parce que ça a été la première guerre industrielle de l'humanité. C'est-à-dire la première guerre où on a utilisé des moyens industriels pour fabriquer les armes, les canons en particulier, les tanks, etc., etc. Ça a été un massacre, vous le savez tous, hein, des millions de morts, des millions de blessés, des vies brisées, et ce qu'on a appelé le phénomène des gueules cassées, c'est-à-dire des gens dont la vie a été transformée malheureusement par le fait qu'ils ont été blessés, défigurés par les explosions, par les balles, par les obus, par etc. C'est un phénomène qui est quand même très prégnant, très fort, très puissant, qui a marqué les artistes de l'époque et qui a permis la création, l'émergence d'un mouvement artistique qu'on appelait le mouvement Dada, D-A-D-A, et pour lesquels ça a été notamment une source d'inspiration. On le voit à travers ce tableau de Georges Grosz, où on a affaire à des personnages qui sont détruits, handicapés. On voit que c'est des personnages qui ont fait la guerre, hein, celui de droite a une croix de guerre, mais en même temps, ils ont perdu leur identité, leur identité réduite à des nombres, ils ont perdu les membres qui ne sont plus que des mécanismes, des rouages, des prothèses, et donc l'idée quelque part que l'être humain a été, l'espèce humaine a été plus ou moins détruite en tant que porteuse d'espoir, en tant que porteuse d'avenir, en tant que porteuse de richesse par cette grande guerre. Donc Dada c'est ça, mais Dada c'est aussi ça, c'est-à-dire l'idée de remettre en cause tout ce qui a caractérisé jusqu'à présent la peinture, tout ce qui a caractérisé l'expression artistique plastique. Donc à travers notamment ce collage de Raoul Haussmann, c'est un collage, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement, on n'est plus dans la peinture. Les cubistes avaient déjà fait des collages, hein. Mais là c'était généralement des collages chez les cubistes qui étaient associés à de la peinture. Là il n'y a plus que du collage, c'est-à-dire ce sont des éléments figuratifs divers qui proviennent de sources diverses, qui sont assemblés dans un seul et même espace sans volonté de représentation figurative, comme on peut l'avoir dans le cadre d'un tableau un petit peu traditionnel. Pourquoi je l'ai en double? Ah oui, voilà. Donc, définition de Dada. Dada est une contestation explosive qui n'est pas simplement critique, mais qui incarne la véritable dynamique de l'histoire comme bouleversement ininterrompu des formes d'objectivité qui façonnent l'existence de l'homme. Dada a eu recours aussi à l'inhabituel dans les représentations, quelque part à l'onirique, et ça c'est des éléments qu'on va retrouver développés dans un mouvement qui a succédé à Dada,
où certains dadaïstes l'ont rejoint, c'est ce qu'on appelait les surréalistes. Mouvement qui est une réflexion sur l'image en particulier, notamment à travers ce fameux tableau de Magritte, la trahison des images, parce que voilà, ceci n'est pas une pipe. Ça paraît assez paradoxal par rapport à notre perception des choses, parce que on dit mais oui, mais c'est quand même bien une pipe qu'il y a dessus. Mais non, c'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que c'est la trahison des images. Parce que l'image nous donne l'impression qu'il s'agit d'une pipe, alors qu'en fait, nous ne sommes que dans la représentation. Et donc, à partir de ça, les surréalistes vont mener tout un travail de réflexion sur l'image, notamment en articulation avec la question du rêve, et en liaison aussi avec les travaux de la psychanalyse et de Freud à l'époque sur l'inconscient. Donc, il y a le manifeste du surréalisme, qui est un ouvrage qui a été écrit par André Breton, le pape en quelque sorte, comme on dit, du surréalisme. Le manifeste du surréalisme rend grâce aux découvertes de Freud, qui ont permis d'attirer l'attention sur tout un pan de l'activité humaine, le rêve permettant de saper les fondements même de la réalité, l'imagination est sur le point de reprendre ses droits. L'idée des surréalistes, c'est que la représentation onirique est plus réelle que la réalité. Surréalisme, c'est surréel. C'est plus réel que le réel. Et donc ça amène à des images comme celle-ci, par exemple, toujours de René Magritte, où le tableau est la continuité du paysage qui est derrière. Ce qui, évidemment, est quasiment impossible dans la réalité physique, mais qui, par le biais de la représentation picturale, devient à la fois possible et dérangeante. Idem pour un autre artiste surréaliste, Max Ernst, à travers un procédé plastique qu'on appelle décalcoménie, qui consiste à mettre de la peinture sur une surface et appliquer une autre surface sur la peinture encore fraîche, de façon à laisser les traces de cette peinture, et après, bon, c'est repris par le peintre, transformé en cette espèce de paysage assez onirique, assez dantesque aussi, quelque part. Je passe la question du surréalisme, on pourrait en discuter longtemps, mais c'est vrai que l'heure avance. Pour arriver à une époque plus récente, l'après-guerre de 39-45 et l'essor de l'économie américaine, l'économie et l'industrie américaine, et l'émergence de la société de consommation. Les États-Unis, n'ayant pas été directement impliqués du point de vue économique par la guerre de 39-45, ils ont eu tout le loisir de développer de façon importante leur économie, d'autant que la mise en place du plan Marshall leur a ouvert des marchés extrêmement importants, juteux même en Europe, pour la reconstruction de l'Europe. Et donc ça a permis à l'industrie américaine de décoller complètement et de prendre en quelque sorte le leadership mondial au niveau de l'économie. Donc c'est l'émergence de la publicité de façon systématique, comme vous le voyez à travers cette publicité pour la marque Brio, qui est là en l'occurrence une éponge pour nettoyer, et qui va, cette publicité, être reprise par un certain nombre d'artistes, enfin, tous les procédés de publicité à la fois techniques et, comment dirais-je, et théoriques, pour arriver à ce qu'on appelle le pop art, avec par exemple ici cette œuvre d'Andy Warhol, la boîte de Brio, qui sont les petites éponges que vous aviez dans la main de la personne sur l'image précédente. Ça n'est pas ça n'est pas une utilisation d'un objet déjà existant. Warhol ici a reproduit littéralement l'objet boîte Brio
avec ses petites mains du bois et de la peinture. Donc c'est un tableau en 3 dimensions en quelque sorte. Et Warhol a été assez coutumier de cette reprise comme ça d'objets de la vie courante qui sont amenés directement sur le marché de l'art en quelque sorte, sans réinterprétation. Et c'est en ça justement que ça nous interroge. C'est parce qu'il n'y a pas le recul de l'artiste, en tout cas visiblement, tel que le produit nous apparaît, que ça, à l'époque en tout cas, posait un certain nombre d'interrogations sur le statut artistique de l'objet. C'est vrai pour les objets, mais c'est aussi vrai pour les procédés de reproduction, notamment au niveau de l'image, puisque c'est l'époque où on a commencé à utiliser des procédés de reproduction mécanique comme comment ça s'appelle la sérigraphie, oui, non, mais avec des petits points. C'est-à-dire que on n'était pas sur des aplats de couleurs, c'est ce qui a été utilisé dans la presse en particulier. La trame, oui. C'est le principe de la trame qui a été utilisé par la presse à l'époque pour reproduire les images en couleur. Donc Roy Lichtenstein, vous ne voyez pas forcément là où vous êtes, mais en réalité c'est une multiplication de petits points posés les uns à côté des autres qui permettent de constituer cette image. J'avance pour terminer bientôt sur une nouvelle rupture, le paradigme cybernétique. Qu'est-ce qui caractérise le paradigme cybernétique? Le monde devient séquençable en éléments de code et réorganisable par la permutation de ces éléments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à séquencer le réel, on peut modifier l'organisation des éléments de cette séquence. Et donc c'est vrai évidemment quand il s'agit d'opérations mathématiques, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne le vivant à travers le code génétique. Alors, voilà une œuvre qui a été entièrement créée par ordinateur, enfin créée. C'est un artiste qui a utilisé l'ordinateur pour exécuter cette œuvre, c'est-à-dire qu'elle a été programmée c'est un programme qui a permis l'émergence de ces images, sachant qu'à l'époque on n'avait pas d'écran et que l'artiste découvrait l'œuvre au fur et à mesure de sa réalisation, parce qu'il ne savait pas nécessairement ce qu'elle allait donner en fin de compte, même s'il avait quand même une idée globale du résultat. Donc Manfred-Mohr, P231CC, voilà. La seconde interactivité, c'est un concept qui émerge dans les années 90, c'est-à-dire que la cybernétique est arrivée à un stade de maturité suffisamment complexe pour permettre une interactivité, une réactivité en quelque sorte à des stimuli extrêmement fines, en même temps qu'on arrive aussi à des dispositifs de générativité. Voilà, non, c'est la suivante. Une œuvre célèbre. C'est vrai qu'il est là, mon curseur. Du Pissenlit d'Edmond Couchot et Michel Brett. Voilà. Le dispositif, c'était un écran, un moniteur au point de départ. Là, c'est une projection, mais au point de départ, c'était un moniteur. Devant le moniteur, il y avait un micro. Tout ça était raccordé à un ordinateur. Sur le moniteur, il y avait les images de fleurs de pissenlit. Et quand on soufflait dans le micro, les akènes des fleurs de pissenlit s'envolaient. Donc on a un dispositif d'action-réaction, en quelque sorte, une véritable interactivité qui donne une dimension tout à fait différente à l'œuvre d'art, dans la mesure où on est plus simplement dans un dispositif contemplatif,
mais on est dans un dispositif participatif. Avec une participation active, c'est le spectateur qui fait l'œuvre au sens propre du terme. Autre exemple, Marie-Hélène Trahu, Michel Breit, voilà, mon curseur, danse avec moi. Donc c'est une danseuse que vous voyez projetée à l'écran. Vous avez la première, au premier plan, c'est une danseuse en chair et en os. Hein. Mais derrière elle, vous avez un écran sur lequel est projetée une danseuse virtuelle. Et cette danseuse est programmée de telle façon qu'elle va réagir au mouvement de la danseuse, en chair et en os, la danseuse réelle. Donc il y a là aussi un principe de réaction, de réactivité, sachant que on ne peut pas savoir, enfin la danseuse virtuelle, évidemment, ne peut pas savoir quel mouvement va effectuer la danseuse réelle. Par conséquent, il y a une capacité d'interprétation par l'intermédiaire des programmes dont elle est dotée, qui va lui permettre ce dispositif. Et je terminerai par un élément plus récent, l'Android. C'est-à-dire l'Android qui est une espèce de concrétion, en quelque sorte, du robot et de l'ordinateur. L'Android, ça va être le développement de façon très, très poussée, et de plus en plus d'ailleurs, justement de robots, mais de robots qui ne sont pas simplement des mécaniques, mais qui ont une capacité de réactivité relativement importante. Alors, dans le domaine artistique, cette idée a été utilisée par différents artistes, et en particulier Stellark, donc, qui s'est équipé de troisième bras mécanique, enfin robotique plus exactement. Et vous voyez ici que c'est une performance au cours de laquelle il est en train d'écrire le mot évolution avec les trois bras à la fois. Donc chaque bras ayant une séquence du mot à écrire. Et pour renvoyer à un passé plus récent, puisqu'il y a eu une exposition aux abattoirs il n'y a pas très longtemps, c'était au début de l'année, ou avant l'été, je ne me rappelle plus exactement, Orlan, après l'été. Alors Orlan, je ne rentre pas dans toute la complexité de l'œuvre d'Orlan, parce que il faudrait une conférence entière pour ça, mais simplement, Orlan est une artiste qui a été très... Enfin, qui est, je dis été, non, elle est encore vivante, Orlan, elle continue à produire, qui est très sensible justement aux mutations de la société, et notamment, justement, à ces questions d'Android, et elle a présenté à une exposition qui a eu lieu au Grand Palais, ou au Petit Palais, je ne me rappelle plus, Artistes et robots, une œuvre. Voilà, Orlanoïde, Orlanoïde, voilà, Orlan en robot. Alors, le séquençage du réel, et ce sera vraiment ma dernière séquence, la dernière séance peut-être aussi, c'est à partir du moment où le paradigme cybernétique s'est développé, donc c'est aux alentours de 39, enfin de 40-45, c'est pendant la guerre avec Turing, pardon. On a vu que ce paradigme cybernétique avait considérablement évolué à partir de sa création. Le paradigme cybernétique est aussi un mode de pensée le réel qui va au-delà de l'ordinateur lui-même. Et en particulier, cette idée que on peut séquencer le réel mécaniquement, électroniquement, mais aussi biologiquement. Et c'est en particulier tout le séquençage de l'ADN et
la transformation du vivant par modification d'ADN et différents procédés. Alors, cette œuvre de l'artiste brésilien, mais qui vit en Amérique, aux États-Unis, Eduardo Katz, JFP Bunny. En fait, c'est un projet qui a été, enfin, c'est une œuvre qui a été réalisée au laboratoire de biologie de Jouy-en-Josas. Et il s'agit d'avoir programmé génétiquement un lapin, une lapine en l'occurrence, en incluant dans son patrimoine génétique les gènes d'une méduse qui a la capacité d'être fluorescente dans le noir. Parce que c'est des méduses qui vivent à très grande profondeur, il n'y a plus de lumière à ces profondeurs-là, et pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vivre, il n'y a pas que les méduses, il y a des tas de poissons qui font ça à ces profondeurs-là, elles produisent leur propre lumière. Et ce lapin, cette lapine d'Eduardo Katz, il a prélevé un élément du gène d'une lapine. Dans cet élément, il a introduit ce qu'on appelle le GFP, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle GFP Bunny, c'est-à-dire Green Fluorescent Protein. C'est le gène qui permet la luminescence de la méduse. Et la lapine en question s'est développée en développant ce gène dans son patrimoine génétique, ce qui fait que quand on met la lapine dans le noir, elle brille. Autre exemple, dans un registre différent, qui est celui de la culture de tissu, d'un collectif d'artistes australiens, le Tissue Culture and Art Project, Victimless Laser, c'est-à-dire littéralement cuir sans victime. Donc l'idée, c'est purement symbolique bien sûr, hein, mais c'est quand même réel, c'est de produire du cuir sans avoir besoin de tuer des animaux. Et donc l'idée, c'est de prendre des cellules d'herbe, de placer ces cellules dans un réacteur biologique sur une structure préalablement construite que vous voyez là dans l'espèce de globe, qui a la forme d'un petit manteau, et les cellules, en se développant sur le petit manteau, qui est en résine polymère, vont fabriquer un manteau. Et donc on aura fabriqué un manteau en cuir sans avoir besoin de tuer un animal. Et encore moins un être humain, mais je ne pense pas qu'on en soit encore là. Et bien voilà. Allons bon. Merci à vous. Bon, je suis désolé, j'étais un peu long. Bon, voilà, alors nous avons effectivement fait ce croisement entre les sciences, ça paraît évident, hein, après un exposé aussi clair, entre les sciences et puis finalement les inspirations créatives. Maintenant, nous allons pouvoir poser des questions. Voilà. Donc je vais passer parmi vous, à partir du moment où vous m'appelez, afin de vous passer le micro et de poser des questions à Xavier Lambert. J'ai une première question. Donc, ce Einstein, qu'est-ce que c'est? C'est un robot. C'est un robot qui a été construit par une compagnie coréenne, spécialiste évidemment dans la fabrication de robots, où ils lui ont donné les traits d'Einstein comme ça pour s'amuser, mais ça va pas au-delà, quoi. Et en quoi est-ce de l'art? Ah non, ça c'est pas de l'art, c'est un clin d'œil pour terminer la conférence. Ok. Ah d'accord. Oui, effectivement, oui, on est en train de me signaler effectivement que pour ceux qui regardent la conférence par Zoom, ont quelques questions à poser, donc éventuellement,
on pourrait les lire. Non, c'est pas des questions. Hein, là. Non. Ce sont pour l'instant, ce n'est que des échanges là. Mais s'ils veulent proposer une question, ils peuvent lever la main. Et je pense que les gens ont l'habitude de poser des questions éventuellement en levant la main, on leur donnera la parole. Là, il n'y a pas de chat. Bon, ça, eh bien, ça va pas être une question. C'est pas du tout une question que je veux poser, mais simplement dire combien j'ai été bluffée par le sujet, ou plutôt stupéfaite par l'intensité des choses qui ont été montrées ce soir, en partant d'une expression artistique très primitive jusqu'à l'expression actuelle, enfin dans les exemples montrés, c'est une expression hautement scientifique. Et j'ai vraiment été stupéfaite par cette évolution vers cette expression artistique. Et merci beaucoup pour nous avoir présenté tous ces aspects de l'art et de la technologie. Très bien. Une question? Une main qui se lève, mais pas de question derrière. Alors, personnellement, j'aurais une question à poser. Ah, il y en a une, bon, très bien. Je pensais encore combler comme en début de séance. C'est bien. Je voulais vous demander, la machine à fabriquer du cuir sans tuer d'animaux, vous le mettez dans les œuvres d'art ou dans les inventions Non, je les mets dans les œuvres d'art parce que c'est pas une invention en soi. La culture tissulaire, c'est pas une invention artistique. La culture tissulaire, ça a été développé par des scientifiques, des biologistes en particulier. Là, il s'agit d'un collectif d'artistes qui a repris le processus, le procédé, plus exactement, pour en faire une œuvre d'art et créer ce manteau. De la même façon que ils ont créé du steak de grenouille sans manger de grenouille, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé des cellules de muscles de grenouille qu'ils ont développées dans un milieu idoine, et avec l'objectif de fabriquer des steaks de grenouille pour pouvoir ensuite les consommer. On est dans quelque chose de purement symbolique là, bien sûr. Hein. Oui, et c'est comme le lapin fluo. Alors le lapin fluo, c'est pas une expérience. Vous le mettez comme des... Non, c'est pas une expérience. C'est l'utilisation artistique d'une expérience. D'accord. C'est-à-dire que les techniciens, les scientifiques de l'INRA ont fait toute une série d'études, de recherches sur la question de la génétique et de la transmission génétique, et l'artiste Eduardo Katz a utilisé ses connaissances, ses recherches, ses découvertes pour créer cette œuvre d'art. S'il vous plaît, où est l'émotion à partir des dernières œuvres, si on peut dire œuvres, que vous nous avez montrées? Ça, l'émotion, c'est vraiment subjectif. Pour moi, ces œuvres représentent, au même titre que les précédentes, quelque chose de très fort d'un point de vue émotionnel, non pas parce qu'elles sont belles, encore que, pourquoi pas, mais parce qu'elles représentent quelque part de l'aventure humaine. En ce qu'elles sont emblématiques, paradigmatiques de l'aventure humaine, et c'est pour ça qu'elles sont très belles. C'est-à-dire que j'aurais pas eu la même émotion devant, pas forcément la même émotion devant une boîte de pétri, par exemple, qui aurait été ensemencée par des collègues scientifiques, parce que là, bon, on est dans... C'est intéressant, ça m'aurait intéressé. Mais là, ça dépasse ce stade-là, parce que ça nous interroge sur ce que c'est que ces démarches, sur ce que c'est que ces découvertes scientifiques, et ça nous oblige à les voir sous un œil différent, et pas simplement en termes d'information.
Bonjour, juste une question. Dans cette articulation entre art, science et religion, finalement, vous aviez engagé en début de conférence, faites-vous finalement une place à la question du sacré au travers de tous ces trois regards, finalement? Je serais tenté de vous répondre par une pirouette en disant que le sacré, c'est pas mon problème. Mais bon, d'abord la question du sacré. Dont le sacré a longtemps accompagné effectivement la création artistique. Probablement depuis que l'homme, on l'a vu avec les peintures pariétales. Bon, sachant que chaque époque a son sacré, hein, c'est pas quelque chose de déterminé une fois pour toutes, de la même façon que le sacré, il a aussi des enracinements géographiques qui peuvent être extrêmement différents, mais je pense que ce sont des choses différentes. Même s'il y a des interférences incontestables, ne serait-ce que parce que dans le domaine de l'art occidental, mais pas que, il y a une interrelation extrêmement étroite entre le sacré et l'expression artistique. Il y a la différence, je pense, elle réside dans le fait que le sacré apporte des réponses, alors que l'art apporte des questions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux, au contraire. Le micro, Dominique, le micro. Là-haut, non, mais. Je suis revenue sur cette question parce que c'est vrai que quand j'ai vu le groupe de singes s'exprimer autour de cet arbre, c'est vrai que c'est quelque chose qui est somme toute assez troublant. Et c'est vrai que quand j'ai vu réagir aussi la salle par rapport à la question des mutations par rapport aux gènes et par rapport à la question de la vie, hein, finalement, ma question portait autour finalement de ces deux remarques. C'est la raison pour laquelle je vous ai questionné à propos de ça. Merci. Après, le problème du sacré, c'est que... on a tendance à utiliser des expressions comme ça qui c'est pas un problème, le sacré. S'il y a eu souvent une articulation très étroite entre l'art et le sacré, elle n'a pas toujours été simple. En Occident notamment, mais pas que. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement en Iran, par exemple. Et sur la question de la représentation, de l'image, en quelque sorte, dans un certain nombre de religions. Donc le sacré n'est pas une chose simple, le rapport du sacré à l'art n'est pas une chose simple. Et ça a souvent été conflictuel à travers l'histoire de l'humanité, même en Occident, ça a souvent été conflictuel, parce que les autorités, alors c'est pas le sacré en tant que tel, mais c'est les autorités qui représentent la religion, il faut faire la différence bien sûr, hein. Mais les autorités religieuses ont souvent été un frein à la création artistique et à la liberté de la création artistique. En même temps, on dit l'art naît de contraintes. Peut-être que c'était aussi un facteur favorisant, je ne sais pas. Après, pardon, il y aura une question à distance après. Hein, après. Il y aura une question simple. Est-ce que ça serait possible, auriez-vous l'amabilité de nous remettre la photo sur votre définition du surréalisme, si vous voulez? Merci. Donc je relance l'application. Alors, pendant ce temps-là, Jean-François Simenin, tu peux poser ta question pendant que... Vas-y, Jean-François. Il n'écoute pas le son. Oui, monsieur Lambert est occupé, là, je crois. Oui, D'accord. Ok, d'accord. Que je vous retrouve le surréalisme, si on ne me l'a pas piqué depuis.
Non, ça c'est Dada. Voilà. Alors c'est pas une définition du surréalisme à proprement parler. Attention, oui, il faudrait passer en mode présentation, quoi. En bas, vous savez, en bas à droite, hop, en mode présentation. Non, mais je suis plus sur Zoom. Ouais. Si, je suis sur Zoom, mais pas sur partage d'écran. C'est surtout que simplement vous avez le truc ouvert. Oui, mais c'est la diapositive précédente. Non, mais c'est d'accord. On va passer à la question peut-être. Vous activez en bas dans PowerPoint. Alors, vous connaissez ça? Voilà, ça y est. Voilà. Bon, on va mettre en projection. Bon, je crois qu'il vaut mieux que nous allions vers les questions. Jean-François Simonin pose une question, je ne la vois pas. Oui, sur les vous m'entendez? Oui, vas-y, ouais, c'est bon. Donc, bonjour Monsieur Lambert et merci pour votre super exposé très très clair et très profond sur l'origine de l'art et le lien entre art et technique. Je ne voulais pas vous poser une question, mais c'est votre dernière intervention quand vous avez parlé d'apporter des réponses qui m'invite à vous en poser une. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir dans un monde qui souffre beaucoup, dans un monde qui se défait, dans un monde qui se démonte un peu, qu'est-ce que l'art pourrait faire? Est-ce que l'art pourrait aider à réparer le monde d'une façon que moi qui ne suis pas artiste, je n'arrive pas à comprendre? Est-ce que l'art peut aider à réparer le monde? Je ne suis pas certain d'avoir une réponse. Au niveau de l'art, moi je dirais que le citoyen peut réparer le monde. Et c'est la responsabilité de chacun en tant que citoyen de prendre ses responsabilités de façon à faire en sorte que ce monde soit réparable et pas seulement subi. Après, l'art, oui, dans une certaine mesure, mais pas directement. L'art dans la mesure où il nous amène à nous interroger sur la réalité de ce monde. Mais au-delà, je ne pense pas qu'on puisse attendre davantage. Merci. Une question encore? Oui, Xavier, bonjour. Je sais par ailleurs, dans notre université dans laquelle tu as enseigné longtemps, que tu es un militant, entre guillemets, pour décloisonner les savoirs. Et nous, dans le GREP Midi-Pyrénées, nous essayons d'impliquer des étudiants de toutes les universités sur nos activités pour avoir une pensée critique. Donc, est-ce que tu peux nous présenter quels étaient et quels sont les efforts à entreprendre pour croiser les regards entre les étudiants des sciences humaines qui réfléchissent en art plastique sur les arts et leur histoire, et de l'autre côté, à Paul Sabatier par exemple, où il développe une formation purement scientifique. Merci. D'abord, ça obligerait à repenser complètement l'université quelque part, ce qui ne serait pas un luxe. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là, parce que je sais par exemple que les écoles d'ingénieurs mettent dans leur programme d'apprentissage de cours, quoi, des modules consacrés aux sciences humaines. Et effectivement, c'est extrêmement important parce qu'on a eu pendant trop longtemps une vision extrêmement restreinte de ce qu'est la science, souvent très utilitaire, très fermée. Sauf qu'on se rend compte de plus en plus que les vrais scientifiques sont des gens ouverts la plupart du temps. Et moi j'ai un exemple très précis. Moi j'ai un projet de travail en perspective
avec un collègue qui s'appelle Bruno Chaudret, qui est un spécialiste des nanotechnologies. Et c'est quasiment, je ne dirais pas que c'est à sa demande, mais c'est une demande conjointe, quoi. Donc il y a une ouverture des scientifiques sur le fait d'aller au-delà, mais maintenant le problème c'est que l'institution ne permet pas forcément de concrétiser, et ça c'est bien dommage. S'il y avait effectivement des cours dans les formations scientifiques, et réciproquement d'ailleurs dans une certaine mesure, qui ouvrent à une culture autre que scientifique, notamment artistique, je pense que ce serait une avancée extrêmement importante pour ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est seulement, est-ce que toi, tu as pu faire des liens entre les deux institutions dans ta pratique en tant que professeur? Oui. Oui, parce que j'ai travaillé notamment avec des informaticiens. Oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai une question en fait écrite à distance là. Est-ce que la visualisation de données peut être considérée comme une création humaine pour en faire des œuvres d'art et de médiation de la science? Ouais. C'est pas facile de répondre parce que pourquoi pas, mais après la question c'est de savoir quelle démarche il y a derrière. En soi, ça ne l'est pas nécessairement, mais on peut très bien, pourquoi pas, mettre en place une démarche artistique à partir de ces données, de ce processus, quoi. On l'a bien fait à partir des manipulations génétiques, ou de la culture de peau, etc., etc. Donc pourquoi pas. Mais en tant que tel, pour qu'il y ait, de toute façon, pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut qu'il y ait une démarche consciente de la part au moins d'un artiste, quoi, ou de quelqu'un qui ait conscience de faire de l'art ou la volonté de faire de l'art. Je voulais abonder dans votre sens en rappelant l'histoire du golem qui aurait été donc fait sur l'inspiration de Dieu par le grand rabbin de Prague à l'aide d'une statue d'argile dans la bouche de laquelle il a mis le nom de Dieu. Et en fait, on ne réalise que ses rêves. Et peut-être que cette histoire de robot était un rêve déjà très anticipé à un moment où c'était impossible de le faire. Et en fait, la fin de l'histoire raconte comment une personne qui ne connaissait pas le maniement du robot a été incapable de l'arrêter. C'est le mythe de Frankenstein. Pardon? Si, c'est aussi le mythe de Frankenstein. Le mythe de Frankenstein. Oui, tout à fait. Bon, là, il y a la femme du rabbin qui ne savait pas quoi faire, alors elle l'a mis en marche. Et on a eu à la fois l'invention et le danger de cette invention. C'est assez extraordinaire comme expérience de pensée. Mais ce qui est important dans la figure du golem, c'est que c'est le verbe qui lui donne vie ou qui lui donne mort. C'est donc la pensée. Et le golem, vous savez donc que le golem, en fait, pour le mettre en marche, il fallait mettre un petit papier quelque part qui portait le mot émettre, qui veut dire vie. Voilà. Et si on supprime le E de émettre, ça fait mettre, qui veut dire mort. Voilà. Ok. Oui, je voulais une dernière question, je peux la poser peut-être? Oui. Vas-y. Oui. Oui, donc la dernière question. On a voyagé à travers comment dirais-je, une certaine appréhension du réel que l'on peut contempler, c'est-à-dire un réel perceptible. Alors, en verticalité, en réel mécaniste, réel on découvre le corps, etc. En tous les cas, le réel se laisse attraper. Et par contre, à partir du moment où réel, même onirique, il est quand même présent, il est perceptible aussi, et à un moment donné, il y a une espèce de décrochage avec un réel qui se séquence et un réel qui encourage l'adoption
de dispositifs participatifs. Mais qu'en est-il de la nouvelle substance du réel? Apparemment, il nous échappe, parce qu'il semblerait que le discours même change de polarité. On parle de ce que le réel nous fait faire, et non pas d'un réel qui se laisse posséder par la vue, par l'ouïe, par l'interprétation aussi, etc. Donc, qu'en serait-il du réel contemporain en général, pas seulement celui des artistes, qu'en serait-il? Je pense que, déjà, il est important de rappeler que l'artiste est producteur de réel. Ah, voilà. Par l'intermédiaire de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'œuvre d'art, elle est complexe, elle n'est pas forcément évidente à appréhender, parce qu'elle produit. Et donc elle nous confronte régulièrement, nous en tant que spectateurs, à ce réel. La différence, c'est que maintenant, on est dans des dispositifs qui utilisent une certaine forme d'intelligence, notamment intelligence artificielle, qui deviennent eux aussi producteurs du réel. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas dans la mesure où alors après, bon, il y a tous les risques de déviance, je sais pas. Mais toute technologie, à un moment donné, rappelez-vous, regardez ce superbe film là du début du siècle sur le monde industriel. Comment il s'appelle avec les robots. De quel siècle? Du 21e? Du 20e. Ah, du 20e. Ah bah, Métropolis. Comment? Métropolis. Ouais. Métropolis, quand on regarde Métropolis, on se dit la machine est infernale. La machine au sens, comment dire, générique du terme. Bon, mais sauf que la machine, elle peut avoir des caractères infernales, mais tout dépend de ce que l'être humain en fait. Le gros responsable dans tout ça, c'est l'être humain. La base de toutes les questions, elle est là. Parce que ce ne sont que des productions de l'être humain, avec toutes les déviations qu'il peut y avoir, mais qui sont aussi sous la responsabilité de l'être humain. Et l'histoire a montré combien l'être humain était capable de produire des monstres, qui sont néanmoins des humains. Donc la machine n'a pas plus de capacité de nuisance que l'être humain. Oui. Bon, mais alors c'est peut-être sur cette note pessimiste que nous allons terminer cette conférence. Et je vous remercie beaucoup, et je remercie surtout Xavier Lambert de sa présence et du contenu très enrichissant qu'il nous a donné. Je vous rappelle tous que donc il y a un apéritif à la sortie et que vous pourrez continuer donc à discuter avec Xavier Lambert autour de l'apéritif. On peut acheter des livres de Xavier Lambert.